Marc, est-ce que tu nous entends? Là, tu nous entends? Toi, on t'entend pas. Là, je vous entends. Tout à l'heure, je ne vous ai pas entendu pantoute. OK. Ah, ben on va recommencer. OK, c'est ça. Fait que voulez-vous qu'on recommence l'enregistrement? Recommencez pas pour moi, là. Non, on va demander. Alors, est-ce que. Recommencez pas pour moi, là. Pas de problème. Monsieur Deneau, vous pouvez, si vous voulez, dire un mot là, sur le dossier. Madame Côté nous avait un peu expliqué c'était quoi, mais si vous voulez rajouter quelque chose. Fernanda? En réalité, merci beaucoup. Bien entendu. Ça fonctionne. Oui. Okay. Donc, merci beaucoup, Madame la Présidente. Premièrement, je remercie le personnel de l'arrondissement, entre autres Mme Côté, pour son travail qu'elle a fait conjointement avec le CMDS et aussi la STS. Je pense que c'est une belle opportunité. On l'a vu au cours des derniers mois, il y a eu un recensement qui a été fait par les gens du regroupement du Bois-Béquette. C'est environ 300 à 400 personnes qui peuvent circuler durant les week-ends. Et Mme Laroche, qui était témoin avec moi lors de la fête d'automne, on a vu un support à vélo très bien garni, situé à proximité des arrêts de la Société de transport. Donc, une belle opportunité autant pour le regroupement du Bois-Béquette, la Société de transport, les gens qui favorisent la mobilité durable, de mettre en place un projet, un des premiers projets dans un parc d'un abri sécurisé. Je suis convaincu que le projet va faire des jaloux et aussi influencer certaines décisions qui vont être prises dans le futur. Merci à vous tous. Merci, M. Deneau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Bien, moi aussi, je vous félicite pour ce beau projet. M. Deneau, Mme Côté, merci. Je trouve que c'est un beau partenariat, super intéressant. C'est peut-être juste un premier projet d'autres qui pourraient venir par la suite. Je suis contente, vraiment. C'est un beau projet. Félicitations. On peut passer au prochain point, 5.1.2, qui est la priorisation de requêtes en circulation, arrondissement des Nations. On parle bien là, il y a dans les districts d'Ascot, on parle des rues Aurore boréale et du soir d'hiver. Puis on parle dans le district du Golfe de la rue Beckett et Rochefoucauld. Madame Laroche. Oui, merci, Madame la Présidente. En fait, pour les rues de l'Aurore boréale et soir d'hiver, ce que vous avez en ce moment dans le Conseil sans papier, ce n'est pas la version finale. Là. Je n'avais pas fait mes commentaires encore. Je les ai envoyés à M. Mathis hier, donc il va pouvoir ajuster ça. En fait, même au niveau du pointage, là, je suggérais certaines modifications. C'est la rue de l'Aurore boréale, c'est une rue qui est extrêmement fréquentée, qui sert de transit. Il n'y a pas de trottoir. C'est une rue qui s'est développée beaucoup dans les dernières années. Ça fait la jonction entre les rues Sarah et la rue Thibault. Donc, tous les enfants circulent là. C'est très familial pour aller soit au parc, soit à l'école du sport. Puis, il y a eu plusieurs incidents avec des piétons ou des vélos dans les derniers temps. Je pense que c'est un des secteurs où on va le plus interpellé pour avoir des mesures de sécurité. Donc, j'ai transmis mes commentaires là, à M. Mathis. Mais je pense que même pour les signatures pour la requête de sécurité, on a eu plus de 25 signatures, si ma mémoire est bonne, de citoyens qui habitent sur la rue. C'est vraiment une des rues les plus dangereuses, à mon avis, du district. C'est vraiment spécial de s'entendre en double. Oui, j'ai écrit ta sœur de ton ordi. Je ne sais pas si le son. Il y a les X en haut. En haut, à gauche, il y a comme un X. C'est sur là qu'il faut peser sur le clavier. Moi, je suggère, non, ce qui arrive, c'est que M. Deneau, il ne nous entend pas. C'est normal. On va voir le son une fois que ça va être enregistré, déposé à cause de la pieuvre. Sauf que lui, comme on ferme tous les micros, lui, il ne nous entend pas. Fait que ce qu'on peut essayer de faire, c'est à chaque fois qu'on va intervenir, tout le monde ferme ici le son, puis la personne qui va parler, elle ouvre le micro pour qu'il lui puisse s'entendre. Parce qu'il n'a rien entendu de ce que madame. Mais il est supposé l'entendre avec le Jabot. Jabot, tu veux. Oui, il est fait. Marc, il veut parler. Ton micro, Marc.
Madame la Présidente, c'est juste vous qu'on n'entend pas tellement fort. Geneviève, on l'a très bien entendu, puis aussi Isabelle. C'est pour les auditeurs, là. Puis si jamais vous voulez que le message soit bien entendu, peut-être parler juste un petit peu plus fort. Je vais quand même déplacer. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui, c'est mieux, mais comme vous dites, Ça peut devant c'est peut-être moi. le micro aussi, là. C'est ça. Si tu fermes le micro et tu essaies de parler. Mystère, parce que d'habitude, on est C'est le fun. Mais c'est vraiment tout. On est cool. Est-ce que tu peux juste regarder en bas à droite, là, en volume, s'il n'est pas déjà vu? OK. OK. Alors, merci, Madame Laroche. Est-ce que, Monsieur Deneau, vous aimeriez parler de la requête qui concerne votre district ou ça vous va? Merci, Madame la Présidente. J'ai fait parvenir justement au coordonnateur d'arrondissement, M. Elani, 2 correspondances qu'on avait reçues avant la demande qui était adressée par les citoyens du secteur. Donc, la rue Beckett, avec le développement qui s'est fait autant du côté est ou ouest, fait en sorte que ça devient une avenue de transit quand même considérable, avec tous les développements domiciliés qui sont faits dans le secteur. Aussi, il y a une facilité pour les automobilistes qui veulent se rendre dans les secteurs de générateurs de déplacement, tels le Carrefour de l'Estrie ou le plateau Saint-Joseph. Donc, les gens transitent énormément par là. Et aussi, ça occasionne la circulation de camions lourds. Donc, je crois que c'est un endroit approprié d'avoir une analyse. Et dans les 2 correspondances que j'ai transmises à M. Mathy, il y avait aussi des préoccupations des gens, je voudrais qu'elles soient incluses dans l'analyse, au coin de Jacques-Cartier et de Beckett, tout près à l'intersection, il y a un sentier non officiel des jeunes qui circulent vers l'école Hélène Boulay, qui transitent dans le petit boisé du bois Beckett, partie est, vers la rue Loire. Donc, ce serait important de sécuriser cette traverse piétonnière au même moment. Merci beaucoup. Merci, c'est bien pris note. Monsieur Mathieu a pris note. On peut passer au prochain point. 5.1.3. Alors, ce sont les requêtes en circulation, l'analyse et recommandations de services qui ont déjà été soumises aux élus. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Oui. Merci. Monsieur Geng. Merci. Considérant la rue Saint-Gilles, je vais reprendre les propos qui vont dans le même sens que ma collègue Laroche, considérant que la politique de vitesse spécifique des mesures de sensibilisation sont appliquées lorsque la vitesse pratiquée se situe entre 45 km/h et 55 km/h. On s'est doté à la ville d'une vision que j'endosse complètement, qu'on vise 40 km dans ces rues. Maintenant, pas rendu là au niveau de la réglementation, il y a quand même un rétrécissement de la rue Saint-Gilles qui s'est opéré l'été passé. Donc, on est passé d'une rue relativement large à une rue qui maintenant compte un trottoir. Moi, je veux bien qu'on regarde ça pour l'instant, mais là, on va y aller d'une campagne de sensibilisation à 40 km/h, soit, mais je vais regarder cette rue-là d'un œil attentif, puisque c'est souvent les voitures qui arrivent de la rue Lallemand et qui descendent vers la rue Gaulle qui prennent un air d'aller. C'est un phénomène qu'on voit souvent, quand la côte est descendante, on dirait que notre voiture est plus performante. Deuxième point, puis là, peut-être que je pourrais m'associer avec ma collègue Laroche pour la rue Kingston et Jacques. Je ne sais pas si tu voulais commencer, Geneviève. Parce que quand même, il faut expliquer aux gens que la rue Kingston, c'est la rue limitrophe de nos 2 districts, donc le côté ouest est sous ma responsabilité et sous celle de Geneviève, tandis que la rue Jacques, c'est la responsabilité. Exact.
J'ai de la misère avec mon micro, pardon. Donc oui, la rue Kingston, qui est quand même une rue où il y a énormément de véhicules qui passent. Là, le débit qui a été calculé, c'est 5814 véhicules par jour. Donc, on parle vraiment d'une circulation importante artérielle, qui se rapproche d'une artère. C'est un secteur aussi où il y a beaucoup de familles, c'est assez dense. Il y a beaucoup de familles, c'est un corridor scolaire. Donc, les vitesses qui ont été mesurées exigeaient aussi des mesures pour apaiser la circulation. Donc, de un, très bonne nouvelle, il y aura un trottoir parce qu'il faut savoir que sur Kingston, en ce moment, il y a un trottoir seulement du côté ouest, donc du côté de mon collègue, M. Geng. Mais là, il va y avoir un ajout pour un petit tronçon de trottoir entre les rues Kingston, sur la rue Kingston, entre les rues Jog et Raoul-Bruno. Et là, il y a entre autres un arrêt d'autobus où c'est très difficile en ce moment de se rendre. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour ce secteur-là. Il y aura aussi l'implantation d'arrêts toute direction dans la rue Kingston, vraiment vis-à-vis de la rue Jog. Donc, ça va aider aussi parce qu'il y a énormément d'enfants qui traversent là pour l'autobus puis pour circuler dans le secteur. Donc, ce sont des travaux qui auront lieu après une première saison où il y aura une campagne de sensibilisation qui sera mise de l'avant. J'imagine aussi avec des bollards centraux parce qu'on parle quand même d'une intersection importante. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, M. Jeanne. Non, c'est très bien. Ça fait longtemps qu'on en entend parler de la problématique. Oui. Donc, on espère que ça va régler en grande partie la problématique. Merci. Et je voudrais ajouter aussi que je travaille un peu avec la STS pour voir comment on pourrait sécuriser un autre arrêt, parce qu'en fait, sur la rue Kingston, il y a plusieurs arrêts d'autobus qui sont problématiques, où il n'y a pas de trottoir. Les gens doivent marcher sur des pentes, des terrains privés en pente pour essayer de se rendre au secteur. Fait que plus du côté de l'intersection Kingston du Nord, on essaie de regarder ce qu'on pourrait faire aussi. Donc, ça nous permettrait de prolonger peut-être un trottoir dans ce secteur-là jusqu'à la rue du Nord. Parfait, merci. S'il n'y en a pas d'autres interventions, je vais juste demander de rouler, qu'on puisse regarder quelles sont les interventions. Ben, rouler, je veux dire. Ah, je suis désolée. C'était de juste rouler l'écran pour montrer où on va faire des interventions. C'est de Courcelette, Short, Galt West, Aberdeen et Brooks. Et on peut commenter. On vient de parler, Kingston et ouais. Saint-Gilles, André et Beaupré. Pardon? En fait, je disais à M. Marty que ce n'est pas la bonne requête qui est dans le CSP pour André et Beaupré. C'est 2 autres rues, mais j'avais un commentaire sur celle-là si vous me permettez. Oui. Donc, André Beaupré, c'est la 2e analyse qu'on fait en peu de temps de ce secteur-là. J'ai beaucoup de demandes citoyennes de la rue André. Il faut savoir que c'est une rue qui, tranquillement, est en développement. Il y a beaucoup de camions qui passent parce que ça connecte nouvellement avec tout ce qui est le carré Belvedere qui est en méga développement. Mais au moment où on a fait les 2 dernières analyses, les débits de circulation ne sont pas élevés. On est plus entre 200 et 300 véhicules. Ce n'est pas suffisant. Mais ce que les citoyens voulaient avoir, c'est soit un stop toute direction au point André et Beaupré pour ralentir la circulation de transit entre le carré Belvedere et la rue Thibault, ou minimalement une traverse piétonnière parce que le trottoir est juste de l'autre côté de la rue André. Fait que tous les gens qui sont dans le secteur de la rue Beaupré n'ont pas accès au trottoir avec une traverse sécurisée. C'est la 2e requête qu'on voit. Puis encore une fois, on ne recommande ni l'installation d'une traverse ni l'installation d'arrêt toute direction parce que le débit est trop faible, donc ça ne répond pas à nos critères et que la vitesse enregistrée n'est pas assez élevée. J'avoue que moi, c'est un secteur que je travaille beaucoup. Je suis en contact aussi avec le centre de services scolaires parce que j'ai des plaintes de parents aussi pour les arrêts d'autobus scolaires. C'est vraiment un secteur qui est en plein développement et qui va avoir besoin. Ce que j'ai eu comme information, parce que je souhaitais peut-être retirer cette requête-là pour qu'on réanalyse, mais ça va me donner encore une 3e analyse semblable, sauf que là, j'ai eu l'information qu'on allait réanalyser au printemps parce que la rue avec le carré Belvedere est sur le point de déboucher de manière plus formelle. Fait qu'on va le réanalyser au printemps pour avoir probablement un débit qui va être plus élevé, qui va nous permettre de peut-être faire une intervention.
Mais c'est un secteur, je suis vraiment avec les citoyens dans ce cas-là. Là. On va continuer à le travailler parce qu'il y a des grands besoins dans ce secteur. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Puis là, la prochaine, c'est l'eau vertière et du bocage qui s'en ajoute dans le panneau d'arrêt. C'est intéressant aussi. Les arrêts de toute direction, ligne d'arrêt, de marquer la ligne d'arrêt, c'est ça. Ouais. Madame la Présidente, juste rappeler que dans le dossier, André, Beaupré, Courcelette, c'est pas les bons PDF. Oui, il manque la pièce jointe. OK. Vous avez raison, il manque la pièce jointe au document déposé. Nous allons l'ajouter suivant la séance. Mais le sommaire décisionnel résume bien la recommandation. C'est bon. Alors, on peut passer au point suivant, s'il n'y a pas d'autres commentaires. Le 5.1.4. Là, c'est le tableau de suivi de requêtes et de circulation. Est-ce que vous avez des commentaires, questions? On a déjà montré. On peut passer au point suivant. Ah, en fait, est-ce que le On est devancé, on est de... OK. On est quand même assez avancé. Je pense que les autres points, les points 5.1.7 et suivants. Parfait. Alors, si vous êtes d'accord, on va, parce que là, le point 5.1.5 et point 1.6, c'est la présentation des services. Ils ne sont pas encore arrivés parce qu'on est d'avance. Alors, on va comme dévancer les points 5.1.7 et ainsi de suite, tout dépendant du temps que ça va prendre. Fait que là, on peut parler le point, c'est ça, le 5.1.7, c'est assistance financière, projet du budget participatif, le district d'Ascot. Et je passe la parole à Mme Laroche. Merci beaucoup. Ben, en fait, c'est officiellement l'annonce. J'ai tout juste d'envoyer à tous les organismes un petit courriel l'annonçant en disant « Gardez ça pour vous ». Mais on a eu notre deuxième édition du budget participatif. Le vote en personne s'est tenu le 9 novembre et ensuite, on a eu un vote en ligne. L'année dernière, c'est 141 personnes pour les deux votes, le vote en personne et le vote en ligne, qui avaient voté. Cette année, c'est 204 personnes qui ont voté pour le budget participatif. On est hyper contents. C'était une belle soirée d'ailleurs, les soirées kiosques où il y avait toujours des gens. J'ai vu beaucoup de nouveaux visages aussi. Ça, c'est intéressant. Parce que souvent, les citoyens qui sont très impliqués, on les voit souvent, mais là, il y avait énormément de nouveaux visages. Donc, c'est le moment, ben là, je pense que à l'écran, on a vendu mon punch, où je dévoile les projets qui ont eu le plus de votes. Donc, il faut dire que j'avais d'abord attribué un budget de 10 000 $ pour les projets, mais voyant qu'on avait une dizaine de projets, qu'il y avait beaucoup de choses, en fait, tous les projets auraient mérité de se réaliser, ils auraient apporté beaucoup à la communauté d'Ascot, mais c'est 5 projets donc qui vont pouvoir être soutenus parce que j'ai augmenté l'enveloppe à 13 500 $, tout ce qui restait au fonds dédié pour le district d'Ascot. Donc, on a 5 projets qui vont pouvoir être soutenus. En 5e position, c'est le projet des cafés de réparation de la Corderie qui aura malheureusement pas l'ensemble de son financement. Ils avaient demandé 3 000 $, mais comme il arrive en 5e, c'est la balance de l'enveloppe qui restait. Donc, ils auront une enveloppe de 2 200 $ pour réaliser des cafés de réparation. Ça, c'est quand ils veulent en organiser plusieurs et c'est toujours très populaire dans Ascot. Les gens peuvent amener leurs appareils électroniques, leurs vélos, toutes sortes de matériel comme ça et avoir des professionnels qui vont les aider à réparer eux-mêmes ou réparer avec eux les objets. Donc, c'est très bon pour l'économie circulaire et la réutilisation. Ensuite, en 4e position, on a le projet de Black History, livre pour enfants, qui aura le financement demandé, c'est-à-dire 3 500 $ pour faire un livre qui va se dérouler dans Ascot avec des personnages issus des communautés culturelles, une histoire qui va vraiment permettre de connaître à la fois le quartier, mais aussi différentes personnes d'origine diverses qui vivent dans Ascot. Ensuite, en 3e position... C'était quoi, quel montant? C'est 3 500 $.
En troisième position arrive le projet de la casserole populaire mené par la Maison des grands-parents et la table de concertation La Roque Communauté. C'est un magnifique projet, hein? Ça aussi, c'est vraiment un magnifique projet. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'assister à un dîner où là, ils vont rajouter des séances, en fait, parce qu'il y a déjà un dîner par mois qui se fait depuis peu. Et la dernière fois, c'était 45 personnes de la communauté qui se sont déplacées pour venir cuisiner puis ensuite partager un repas ensemble. Et là, ils vont ajouter, avec ce financement-là, un deuxième midi où il y aura une soupe populaire pour les gens du quartier. Donc, c'est un montant de 3 300 $ qui leur est accordé. Ensuite, en deuxième position, on a le projet de l'organisme VOSAC, organisation d'une fête à Noël pour les familles et les enfants d'Ascot. Donc, c'est en collaboration aussi avec l'école des Quatre-Vents, où il y a des enfants des classes d'accueil qui, malheureusement, n'ont pas souvent plus ou moins accès à des cadeaux pour Noël, vont vivre une fête traditionnelle québécoise et avoir accès aussi à un présent pour Noël. Et en première position, le projet de l'organisme Globe Avenir, le recyclage, la part de tous. C'est un projet qui avait été soutenu un peu différemment aussi par le budget participatif l'année dernière, avec des ateliers de sensibilisation pour les jeunes adolescents du secteur. Mais là, on vise à ajouter les familles aussi. Donc, souvent, les jeunes issus de communautés culturelles qui arrivent au Québec ne connaissent pas encore les pratiques de recyclage, compostage. Et l'idée, c'est de faire connaître un petit peu les façons dont ça fonctionne via des ateliers interactifs. Alors, voilà pour les 5 projets. Bravo à tout le monde. Pour vrai, c'était déchirant, là. Les 5 autres projets tous les projets ont eu beaucoup de votes. Puis, je pense que ce que les gens ont le plus dit le soir des kiosques, c'est déchirant. On voudrait tous les voir se réaliser. Alors, ça donnera des idées pour la suite, pour les prochains budgets participatifs dans Ascot. Parfait. Bien, félicitations à tous les gagnants. On peut passer au point suivant. Oui. C'est très bien, je félicite. Oui, M. Jean. Je voudrais juste savoir, parce qu'on m'avait déjà posé des questions quand j'étais à la culture. Est-ce que, exemple, la maison des grands-parents de Sherbrooke peut resoumettre un projet l'année prochaine et gagner? Ou c'est... Oui. Ben, en ce moment, cette année, dans les critères, c'était pas plus ou moins clair. On est en train de revoir, là, il va y avoir une clarification des critères. Ça va être à voir pour que ça soit fait pour l'ensemble des arrondissements de la même manière, si j'ai bien compris. Mais en ce moment, oui, c'était possible de resoumettre un même projet une deuxième année. Oui. OK, c'était le même projet? Hein? C'est le même projet? Non, il y a une différence, en fait. C'est pas le même projet. Attendez, j'essaie de retrouver les critères. C'est parce qu'il y a eu plusieurs discussions sur ces critères-là. En fait, c'était possible de soumettre pas un même projet. On ne finance pas un projet qui est déjà financé par la ville. Ça, c'est important. Okay. Un projet qui a déjà du soutien financier via soit le service de la vie communautaire ou autre ne peut pas obtenir des nouveaux budgets. Mais cette année, il y avait moyen de... J'essaie de trouver des critères. Ils sont là à l'écran, dans l'écran partagé. On a eu tellement de discussions. Ouais. Le projet n'est pas possible. Oui. Alors, en fait, les critères établis, c'était que le projet présenté doit être supporté par un organisme à but non lucratif parce qu'on vise quand même que les citoyens puissent déposer des projets. Le projet soumis doit bénéficier majoritairement de la population du district d'Ascot, donc on ne veut pas financer nécessairement un projet pour la ville. S'il y a achat de mobilier urbain, ça doit évidemment rester dans le domaine public. Les montants demandés doivent être compris entre 1 000 et 3 500, mais le projet n'était pas admissible s'il sert à financer les activités régulières d'un organisme. Et ça, on va le préciser pour l'année prochaine parce que ce n'est pas clair les activités régulières d'un organisme, c'est-à-dire que la mission, ça, c'est correct. Ce qu'on ne veut pas, c'est financer les activités de base ou les salaires de base d'un organisme. C'est vraiment, il faut que ce soit un projet qui est soumis pour la communauté. S'il est déjà financé, comme je le disais, par un service municipal ou en bas de l'aide, s'il entraîne des frais d'opération ou des coûts récurrents après sa mise en œuvre. C'est là qu'il y a la notion de, si c'est un projet qu'on répète d'année en année, il faut faire attention, il ne faut pas qu'il y ait des frais récurrents ou que ça devienne ça crée des attentes à long terme.
si l'usage est prévu et limité à un seul groupe ou à une association de personnes. Là aussi, on va essayer de le préciser l'année prochaine parce que souvent, quand c'est des activités qui sont dans les écoles, ben, ça touche quand même un grand nombre de citoyens, mais c'est à l'intérieur d'un groupe précis. Fait que ça, il faudra s'entendre pour le préciser. Si le projet est une activité de financement, évidemment, et si l'organisme demandeur est une entreprise privée ou un organisme à but non lucratif. Donc, À but lucratif. À but lucratif, pardon. Donc, oui, les projets qui avaient été déposés l'année dernière pouvaient être soumis, mais c'est quelque chose qui va être revu peut-être, potentiellement. Je pensais Une bonne pourquoi question. vous faisiez des... C'est ce que... Parfait. Oui, c'est intéressant, c'est ça. Nous, c'est nouveau, hein, les projets participatifs en arrondissement, c'est nouveau. On a eu quand même une première l'année passée dans le district d'Ascot, justement, avec Mme Laroche. Cette année, on a eu dans le district du Carrefour aussi, c'était une première pour le district du Carrefour. Mais on apprend justement, là, parce qu'il y a des questions qui s'en viennent justement parce que là, on commence. Puis, mais ça sera un peu plus encadré pour les prochaines versions du budget participatif. Mais ce qu'on veut, là, c'est que ça soit convivial. Et en fait, en bout de ligne, là, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des retombées sur la population. Et quand on fait des budgets participatifs des districts, bien, c'est sûr qu'on veut faire bénéficier les citoyens des districts. Alors, après ça, on va regarder là, ce qui est inscrit dans la loi, puis comment est-ce que nous, on va mieux encadrer pour les prochaines versions. Mais à date, sérieusement, là, ce sont vraiment des initiatives super intéressantes et qui font, qui produisent des beaux moments, là, je veux dire, pour la population. Fait que j'espère qu'on va pouvoir faire encore plus de projets participatifs dans l'arrondissement des Nations. S'il n'y a pas d'autres commentaires, on peut passer au point suivant, 5.1.8. Aide financière 2024 aux organismes culturels admis au programme de soutien. Arrondissement des Nations. Moi, j'avais une question là, sur, je ne sais pas si on va avoir la réponse. J'avais écrit... Il n'y a rien dans le conseil sans papier. J'avais écrit, je pense... Pas pour l'organisme. Pas de question dans le conseil sans papier concernant les organismes communautaires, pas pour l'organisme culturel. Tout à fait, vous avez raison, c'est l'autre point. Mais sinon, je n'ai pas de questions sur ce point-là. Est-ce que vous avez des questions? On va quand même lire, mais c'est écrit, c'est affiché, aquarelliste de l'Aubel. C'est le programme Aide à la vie associative, puis eux, ils reçoivent, mais il y a eu une indexation pour 2024, puis c'est 636,54 $. Plusieurs fois, j'entends les aquarellistes de l'Aubel, même dans le mandat précédent. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-tu une indexation seulement? C'est quoi? Il passe toujours tout ça. Hein? Ouais. C'est au niveau des organismes culturels de proximité. C'est le seul qui est de proximité. C'est pour ça qu'on voit sa convention annuellement, comme on va voir le point suivant, les conventions, l'assistance financière des organismes communautaires de proximité. Donc, au niveau des organismes culturels, nous avons les centres culturels d'arrondissement. C'est des conventions qui sont sur plus de 3 ans. Donc, celles-là, on les voit, ils nous sont présentés, mais ils sont adoptés en conseil d'arrondissement, conseil municipal, mais on les voit. Mais donc, au niveau d'organismes culturels, ce sont des organismes amateurs, semi-professionnels, qui ont une portée, une desserte sur le territoire de l'ensemble de la ville de Sherbrooke. Donc, nous, ce qu'on voit en arrondissement, c'est nos organismes de proximité et c'est le seul qu'on a comme organisme reconnu à la division de la culture. Donc, c'est pour ça qu'on voit sa convention annuellement. Donc, c'est son assistance de base qui est indexée et qu'on voit cette année. Mais c'est encore une fois une bonne question, M. Geng. Et ça, c'est un exemple, justement, quand je parle que c'est important que nous, à l'arrondissement, on ait plus de proximité, qu'on puisse savoir, justement, pas juste voir une fois par année leur convention, mais d'être avec eux, à savoir leur programmation, puis, hein? Fait que c'est ça. Sinon, le prochain point, s'il n'y en a pas de questions, c'est le 5.1.9.
Puis là, dans ce cas, oui, c'est les aides financières 2024 pour les organismes communautaires qui sont admis au programme de soutien et, comme Mme Côté disait, qui ont une action de proximité. Puis ma question, c'était autour de certains comités citoyens que je ne vois pas là-dedans. Puis Les comités de citoyens qui ont un mandat de gérer les patinoires, les conventions, on les voit en juin ou juillet. On passe leur assistance financière à mi-année pour pouvoir leur octroyer l'assistance financière dès l'été pour qu'ils puissent être en opération. Ça, je comprends pour la mission de la C'est patinoire. pour ça qu'on les voit juste à ce moment-là. Mais il y a quand même des comités citoyens qui contribuent à la vie associative là, et qui ne sont pas là-dedans. Comme lesquels? Ça veut dire que, comme par exemple le comité du Parc Chauveau, ben eux, ils font la fête nationale, ils font d'autres activités là, comme ils ont fait la Foire du Livre, ils font des activités de la vie associative. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'eux, ils sont pas là-dedans parce qu'ils n'ont pas ces versements-là, parce qu'ils sont admis dans un autre programme. C'est ça? Exact. Ben, ils sont admis, oui, exactement, dans la gestion dans les patinoires. Oui, je sais voir dans le tableau Marie-Victorin, effectivement. Marie-Victorin. C'est que la vie associative. Oui, c'est ça. Marie-Victorin n'est pas là-dedans. C'est événementiel, eux. La fête Chauveau, c'est événementiel. C'est une convention, donc dans les événements de proximité. Ça, je comprends. Mais vous pourrez poser votre question à M. Larougerie qui Quand ils vont passer pour votre performance. C'est bon. C'est ça, je n'avais jamais remarqué non plus ça, qu'il y avait comme... Parce que je vois, par exemple, la PAV, je suis contente de la voir là-dedans, justement, parce qu'il contribue vraiment pas mal à la vie associative. Mais je vois aussi le comité Marie-Victorin, le comité Chauveau faire plein d'activités qui pourraient... puis que là, je le vois là pas dedans, c'est pour ça que... Ben, c'est bon, on va poser la question, M. Larougerie. Est-ce qu'il y en a de commentaires, de questions de votre part? Ça. Parfait. L'autre point suivant, c'est le 6.1.1. Et là, c'est les tableaux détaillés de l'état de dépenses du fonds dédié 2023. C'est justement là, de fonds dédiés. À partir du fonds dédié, est-ce que nous, pour ceux qui font de budget participatif, c'est à partir de ces budgets-là, de fonds dédiés qui ont fait fonctionner les budgets participatifs. L'autre point, c'est le 6.2.1. Et là, c'est les budgets des frais de représentation sociale des élus pour 2023. Il y a des questions, commentaires? Et le prochain point. Madame la Présidente, Oui. j'avais levé ma main un petit peu avant. C'est en lien avec le sol du fonds dédié. Est-ce que je peux intervenir? Oui. Merci. C'est parce que votre main, c'est pas juste moi. Excusez-moi, il y a un petit délai, je pense. Justement, Mme Laroche a parlé de son budget participatif qu'elle a présenté et certains projets avaient été mis de côté. C'est sûr que si on regarde le sol ou de l'argent qu'on a disponible dans notre budget du fonds dédié, il n'y aura pas une ouverture à peut-être transférer un montant d'argent pour récompenser des gens que les projets ont été mis de côté, peut-être pas le 22 000 au complet, là, mais une partie, là, pour pouvoir répondre aux attentes de certains citoyens, vu que ces sommes-là sont disponibles pour l'année 2023 et non récurrentes pour 2024. Monsieur Demont, on est connecté parce que là, c'était vraiment la même réflexion que moi j'avais eue. C'est sûr que c'est une discussion que je pense qu'on peut avoir entre nous la prochaine séance, là, parce que
un des points que j'aimerais qu'on discute, c'était justement autour de ça, là, de la gestion de nos fonds dédiés. Puis ça serait vraiment une proposition que j'allais faire aussi. Je suis d'accord avec vous. On pourrait, c'est sûr que quand on fait des budgets participatifs, ça s'est circonscrit un peu aussi dans nos districts. Je pense qu'il y a plusieurs réflexions à faire autour de ça, justement. Soit, admettons, si les autres districts ont aussi des budgets participatifs, bien, de les inviter à déposer le même projet pour l'autre district, éventuellement. Ça peut être une option. Ou justement de voir, bien, est-ce que les projets ils pourraient se déployer un peu plus large et nous, on va soutenir, ou tout simplement, on transfère l'argent pour les districts qui vont être bénéficiés aussi. C'est une option. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, que ça Mais, peut... Madame la Présidente, à court terme, je pense qu'il faut se pencher sur la solution ou la proposition comme pas mal là, parce que Madame la Directrice Générale, vous avez jusqu'au 1er décembre pour remettre les orientations. Sauf que nous, est-ce que vous avez vu les projets qui n'ont pas été, ne seront pas soutenus? Est-ce que vous êtes à l'aise de prendre une décision tout de suite? Mais j'ai pas Et moi, vu. je n'ai pas eu accès. Ben, c'est ça que j'ai dit. Moi, c'est une proposition, je lancée comme ça. C'est sûr que si vous voulez, mais c'est la faisabilité au point de vue échéancier. Là. Je pense que je me fierais sur le bon jugement de Mme Laroche si jamais la possibilité serait envisageable. Un instant. Oui, M. Jean. Dit Mme Laroche, mais c'est Mme Côté qui devait dire. Non, je pense qu'il voulait dire Mme Laroche parce que elle, c'est dans son district. Écoutez, vous comprenez, moi, c'est sûr que quand j'ai vu qu'il y avait des montants qu'on cherchait des projets, j'ai pas osé nécessairement le proposer parce que pour des soucis d'équité, je sais que c'est des projets qui sont dans mon district, puis moi, le budget pour Ascot est dépensé. Par contre, il y a des super beaux projets. Là. Moi, je peux vous les soumettre. Ça peut, à l'arrondissement, à voir est-ce qu'il y avait d'autres propositions. Je sais que Mme Côté avait envoyé un courriel justement pour solliciter, entre autres, le SSTDC pour voir s'il y avait des initiatives qui pouvaient être soutenues. Je ne sais pas s'il y avait eu des retours là-dessus. En fait, comme mentionné par M. Deneau, l'échéancier est très court. Il faut que j'aille les projets pour maximum le 30 novembre afin que je vous les soumette, qu'on les analyse, vous me dites oui ou non, et ensuite que je prépare le document sommaire décisionnel pour que vous puissiez adopter la dépense pour le 14 décembre. Donc, absolument que cette semaine, tout soit soumis, validé et que la faisabilité est réelle aussi là, pour cette année. Et dans ce cas, je vais aussi alors ajouter les projets du budget participatif du Carrefour aussi, qui n'ont pas eu des financements. Fait qu'on peut tout soumettre à tout le monde de voir s'il y en a qui peuvent être soutenus cette année. Sinon, par souci d'équité aussi, moi aussi, j'ai dû refuser plusieurs La décision vous appartient. Par contre, je vous invite à ne pas aller dans cette voie-là de soutenir des projets qui n'ont pas, dans le cadre du budget participatif, qui n'ont pas été retenus. Sinon, les principes de base de votation et de choix par la population tiennent plus si, en fin d'année, on soutient des projets qui n'ont pas été retenus par la population. Ils ont eu des votes pareils. C'est juste que nous, on avait une limite de budget. C'est votre décision d'aller de l'avant ou non. Bon, je sais que c'est une décision, mais moi, ce que j'ai dit, c'est que je trouve que c'est une belle proposition. Par souci d'équité, si on veut faire ça, on va prendre l'ensemble des projets qui avaient été admis, qui avaient eu des votes, pas ceux qui n'ont pas été admis parce qu'ils ne s'encadraient pas dans les règles, là, mais ceux qui ont été soumis et qui avaient reçu quand même des votes. Ben, on pourrait quand même soumettre. Je ne pas. Oui. M. Deneau, on en a parlé souvent dans le passé avec le fonds dédié, quand un des membres, un des élus de l'arrondissement se retrouvait bon an, mal an, avec des résiduels, ben, il pouvait en passer à un de ses collègues. Là, ben, c'est sûr. Pour l'année, le collègue fait ce qu'il en veut. Pourvu que l'année d'après, ça revienne. Ouais. Comme ça, des fois, il y a une année où on n'a pas de gros projet. Où ça développe pas. Tout à fait. Puis on s'aidait de cette façon-là. M. Deneau l'a fait dans le passé avec mon prédécesseur, je pense, pour un projet et ainsi de suite. Donc, moi, je pense que ça, à ce moment-là, pourrait convenir à tout le monde.
Puis on est tardif un peu cette année, mais ce serait une bonne discussion à avoir. Définitivement. Je ne sais pas s'il y a des projets qui sont déjà en place chez vous, M. Guibange, moi. On est les deux retardataires un peu cette année. Moi, c'est pas que j'ai pas fait des marches, mais ça semble pas débloquer. Donc, moi, j'ai de l'argent disponible à l'heure actuelle. S'il y en a qui veulent m'en emprunter, sans intérêt. Non, c'est merveilleux. Alors, je suis contente d'entendre cette ouverture-là. On va pouvoir, par exemple, vous envoyer peut-être ceux qui sont réalisables. Peut-être que je vais regarder avec Mme Côté avant. Peut-être qu'il y a des projets où, même si on dit qu'on va le soutenir, ce n'est pas réalisable à ce point-ci. Fait qu'on va regarder ça ensemble, puis on va vous envoyer par courriel tous les projets qui pourraient quand même être soutenus. Puis, j'aimerais vous ramener les principes aussi. C'est juste un budget d'opération pour le conseil d'arrondissement qui soutient le plan d'action. Donc, ce n'est pas un budget qui vous appartient individuellement. Exactement. Ça appartient à l'ensemble du conseil. Fait que des prêts de sommes d'argent. Ça reste dans le pot du conseil. C'est pas Ça ça. reste dans le C'est pas conseil, ça. mais Justement. Exactement. L'année prochaine, on ne repasse pas 5 000 d'un bar ou l'autre parce que ça ne sera pas gérable. Mais tout à fait, mais on peut quand même justement, exactement, le fonds dédié, il est là, il existe pour faire marcher notre plan d'action. Et je pense vraiment qu'on devrait regarder le projet sous l'optique justement, dans notre plan d'action, qu'est-ce que ça serait intéressant qu'on utilise notre fonds dédié. De un, c'est ça. Puis deuxièmement, qu'est-ce qui serait réalisable? Moi, je suis tout à fait ouverte, mais on va regarder ça ensemble, puis on va envoyer à l'ensemble des élus des propositions. Merci beaucoup de votre ouverture. Puis c'est encore une fois tout à fait relié à la réflexion qu'on doit avoir, là, justement pour éviter qu'en fin d'année, on n'est pas obligé de dépenser cet argent. Cet argent, il devrait servir à faire marcher notre plan d'action. Et justement, pour éviter justement d'arriver à fin d'année, puis là, certains projets qu'on avait pensé réaliser, ça n'a pas marché. Là, on court, puis on finance n'importe quoi. Je pense qu'il faut vraiment que ça soit lié à notre plan d'action. Et justement, il va falloir qu'on réfléchisse. C'est ça que je vous avais invité, là, qu'on puisse, la prochaine séance, parler de ça, là, de comment que nous, on veut gérer notre fonds dédié pour l'année prochaine pour éviter ces genres de situations en fin d'année. Fait qu'on peut passer au prochain point, si vous êtes d'accord, parce qu'on a déjà la visite qui va nous présenter. Mais c'est pas ça. Oui. On pourrait faire le dépôt du calendrier, Madame la Présidente, comme c'est le point. Oui. Oui, c'est une bonne idée. En attendant Nathalie, oui. On va faire le point 6.3.1, c'est le dépôt du calendrier des événements à venir. Il y en a un qui a déjà passé, qui c'était les défilés du Père Noël. Puis l'autre, c'est le 7 décembre. Barrage routier. Barrage routier. Pour la guignolée des médias. Pour la guignolée des médias. Pour le compte de poisson resté, de 8h à 16h, le 7 décembre. Est-ce que Fait que c'est parfait. Est-ce qu'on peut l'adopter comme ça? Oui. Parfait. Fait que c'est fait. Merci, Monsieur Jean. Une chance. Service SCVC que j'ai. Service, aidez-moi là. Service des sports de la vie communautaire. Ça, c'est service d'entretien. Ah oui, c'est SEV. C'est- Maintenant. C'est le service d'entretien et voirie. Qu'est-ce qui est? Oui. Ça va changer bientôt le nom et aussi certains mandats. Mais aujourd'hui, ils viennent parler du contrat de performance. C'est un bilan, en fait, concernant la gestion des parcs, entretien de patinoires extérieures pour la session 2022-2023. Madame Côté, c'est une ancienne main ou? Ouais. Elle est partie.
Désolée de ce petit délai. Et on a M. Carlo Casaro. Casaro? Non, c'est pas. Vous êtes qui? C'est mon erreur. C'est Marc Landry, c'est mon erreur. Marc Landry. Marc Landry. Monsieur Et c'était Casaro. l'erreur de Mme Côté. Oui, M. Casaro vient le 14. M. Casaro vient le 14. Est-ce que... Parfait. M. Landry. Enchanté. Je suis désolée. Puis la parole est à vous. Est-ce que c'est vous qui allez commencer ou on attend Mme Vas-y, on a de la Bourgeois? Êtes-vous à l'aise de commencer ou quoi? On le partage, ta présentation. OK. On a un petit peu d'avance. Ouais. Bon, bon après-midi. Puis vous présenter le bilan des patinoires. Peut-être juste... C'est ouvert le micro? Oui, il est ouvert, mais c'est bon. C'est bon? Oui. On vient vous présenter le bilan des patinoires pour la saison 2022-2023. Le plan de présentation, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de voir. J'ai repris la même présentation que les années passées. L'offre de surface glacée, les statistiques d'achalandage, réservation des écoles, les conditions météo pour l'hiver passé, l'état de la situation budgétaire, constat et opportunités, problème vécu 2022-2023, estimé de la consommation d'eau, amélioration pour 2023-2024. Questions, commentaires? Si vous voulez, au fur et à mesure, s'il y a des questions, ça va me faire plaisir de répondre, il n'y a pas de problème. S'il y a des choses que je ne suis pas capable de vous répondre directement, je ferai le suivi avec Mme Côté lors de prochaines rencontres statutaires. L'offre de service pour les surfaces à la grandeur de la ville sous ma direction, la direction des parcs, on a 63 patinoires et on a 8 qui sont sous la supervision des comités citoyens. Chauveau, Chauveau, Marie-Victorin, Saint-Charles-Garnier et Marie-Médiatrice, pour un total de 71, incluant bien sûr BBB, bleu, blanc, rouge. Statistiques d'achalandage. Je vais commencer en discutant avec vous à gauche, la saison 2022-2023. Premièrement, du 1er janvier au 5 mars, on compte 64 jours calendrier. Comme vous vous doutez, l'année passée, ça a été catastrophique pour les patinoires extérieures. La température a été vraiment difficile. Fait qu'on a été capable d'ouvrir seulement 25 jours des patinoires. Et dans ces 25 jours-là, ce n'est pas toutes les patinoires non plus qui ont pu être ouvertes parce qu'il y avait trop de problématiques et d'enjeux. Du côté de BBB, elle, beaucoup mieux été, bien entendu, sur le patinoire réfrigéré, ce qui fait qu'on a ouvert le 5 décembre et on a extensionné jusqu'au 25 mars. 100 jours calendrier et seulement 4 jours de fermeture suite à des pluies abondantes dans la période hivernale. Le ratio est très bon comparativement à nos patinoires non réfrigérés. Statistiques d'achalandage, comme à toutes les années, les statistiques qu'on
qui sont pris sur le terrain par les employés. Comment ça fonctionne? C'est qu'on demande aux employés de compter 3 fois par jour pour le nombre de personnes. On fait une moyenne de ça. Et ça nous donne des résultats. J'ai déjà une petite question. Oui. Puis là, fait que c'est 3 fois par jour, tous les jours? Tous les jours. Et c'est pas sur toutes les patinoires qu'il va y avoir, parce qu'il n'y a pas de surveillance? Quand les gens... Ils viennent juste pour ça? Ils vont faire une tournée, effectivement. OK. On demande aux employés de... Puis ils font comme 3 tournées par jour dans les 63... Oui. Wow. On a plusieurs patinoires qui ont déjà des gens à temps plein. OK. Les grosses patinoires ont des gens. OK. Quand même. Hein? Oui. Fait que Saint-Alphonse, on peut remarquer qu'il y a énormément de monde l'année passée. C'est pas scientifique la manière que c'est compté. C'est des employés 3 fois par jour, comme je vous expliquais. Par contre, le fait que le domaine Howard n'a pas été ouvert l'année passée, probablement que ça a eu une influence, pas probablement, ça a eu une influence directe là, avec l'achalandage à Saint-Alphonse, c'est certain. Après ça, Saint-Alphonse, le domaine Howard qui était fermé, Beaulieu qui n'est pas chez vous, nous non plus, bord de Québec, on va où? Après, on va pas le Marais qui se retrouve dans votre arrondissement. Saint-Steur, Cambron, excusez, il n'est pas là, Cambron, c'est pas le nom, désolé. Vous avez toute la liste de statistiques qui est là pour chacune des patinoires. On ramène aussi, pour avoir un historique, on conserve l'historique pour s'assurer est-ce qu'il y a une continuité dans la participation citoyenne dans chacune des patinoires. Puis vous allez voir, probablement la prochaine. Non, c'est l'autre d'après. Mais je vais revenir sur les statistiques d'achalandage. Ça ici, c'est des statistiques d'achalandage pour les écoles. On demande aux écoles de réserver à partir de notre système de réservation avec les sports et de réserver. Vous remarquerez qu'on a une petite hausse, donc une petite hausse. On a quand même une hausse là, des réservations. Même chose du côté des heures de réservation directement. C'est directement lié, bien entendu. Fait que les écoles, on leur demande de réserver. Ça nous permet de savoir à l'avance qu'il va y avoir du monde dans chacune des patinoires, puis d'aller la préparer le matin de bonne heure avec nos équipes qui sont là. Fait que c'est important que les écoles puissent réserver. Puis pour les patinoires qui sont gérées par les comités citoyens, par exemple, est-ce que vous avez quand même accès? Parce que quand on a eu la rencontre, ils ont dit que normalement, l'école font affaire directement avec eux. OK. Et que ça serait peut-être intéressant juste de voir avec eux. Bonne question. Oui. Monsieur Jean. C'était le cas pour les écoles de Champlain et l'école de Trianon, en tout cas. Ça les vient aussi. Vous pouvez dire la même chose pour les participants qui sont sur votre district. Moi, je regardais ces statistiques-là et puis je n'ai pas vu rien au niveau des CPE. Est-ce que les CPE font des réservations? Est-ce que Bonne question. Ouais, je pense. Parce que je regarde pour les 2 ruisseaux et puis ils sont en face du CPE. Et puis je me demandais si. Ouais, parce que oui, effectivement, l'achalandage semble décevant un petit peu de ce côté-là. Je voulais savoir si, je sais qu'il était en rénovation l'année passée. Les mesures de sécurité sont plus ou moins. Il n'était pas installé l'année passée pour qu'il traverse le boulevard de l'Université, qui était très problématique. Maintenant, il va y avoir des feux clignotants partout. Je sais qu'on a une décision à prendre plus tard, là, mais. Ouais. Oui.
Merci. Je vais valider l'information et je vais donner raison. Parfait. Oui, il y avait un petit peu d'avant. On a pris 3 grandes décisions. Mets-toi dans la caméra. Enregistré. Madame Laroche, Monsieur Jean, c'est l'ancienne main, c'est fini? Parfait. Ben, juste un mini commentaire aussi. Souvent, on regarde les statistiques. Là, c'est sûr que moi, c'est pas mal la seule patinoire dans la Scott, là, mais je regarde beaucoup toujours celle du Parc Belvedere. Et je me demande si ça serait intéressant d'ajouter dans le tableau un peu c'est quoi la disponibilité, c'est quoi la surface glacée, c'est quoi l'offre de service, parce que c'est sûr que quand on regarde, on a une vingtaine de personnes, disons, au Parc Belvedere, alors que c'est un milieu qui est très dense. On dit, il n'y a pas beaucoup de monde qui profite, mais la patinoire est minuscule. Il y a un anneau, il y a une patinoire à vendre, puis après ça, tu as une mini pour le patin libre, c'est vraiment tout petit, fait que c'est sûr que c'est pas là qu'il va se faire. Fait que je ne sais pas si on pourrait ajouter ça dans les tableaux statistiques, juste pour qu'on voit un peu c'est quoi là, c'est écrit habituellement quand c'est un anneau de glace, mais on ne voit pas pour les autres c'est quoi l'offre comme à Saint-Dieu. Là, tu as 2 patinoires avec bande, plus une grande patinoire. Ça nous permettrait quand même d'avoir une vision d'ensemble parce que celles qui ne sont pas dans mon district, moi, je les connais un peu moins. Fait que des fois, je regarde le nombre de personnes, je me dis, là, il y a beaucoup d'achalandage. Mais quand je vais sur place, je comprends pourquoi aussi il y a la capacité pour faire ça. Donc, vous voudriez que le service indique dans le tableau, lorsque c'est une patinoire à bande, puis un anneau glacé, avoir le taux de fréquentation de chacun de ces 2. Ou vous combinez, ça vous convient, mais au moins de savoir que le combiné des fréquentations, c'est sur les. Oui, le combiné, ça va, je ne veux pas compliquer la vie de ceux qui comptent déjà, c'est plus, vous le faites une fois, là, ça, c'est un peu plus de savoir un peu c'est quoi le descriptif de chacune des patinoires pour qu'on l'ait en tête quand on regarde nos statistiques. Juste vous rapprocher du micro pour vous entendre. Je reviens sur la statistique d'achalandage. Oui, c'est entre parenthèses, c'est le nom. Oui, c'est le nom. OK. Fait que pour les 5 sites les plus populaires, avec un achalandage moyen sur les 3 dernières années, le Parc Saint-Alphonse est la patinoire, le site le plus utilisé. Gilles Charland, le Vimont. Malgré le fait qu'il ait été fermé, le domaine Howard, c'est incontournable, bien entendu, Parc Beaulieu et le Parc. Les sites les moins populaires au cours des 3 dernières années sont pas bons, bien entendu. Là, le premier étant Saint-Daniel. Par contre, il faut faire attention, Saint-Daniel, bien sûr, le terrain de la commission scolaire. C'est un anneau seulement. L'école utilise ça, et on sait que l'école ne réserve pas beaucoup par le système de réservation parce que sur notre terrain. Et l'entente sur les heures normales de cours, la priorité de l'année. Ils ont toujours eu la possibilité de le voir réserver. On essaie de nous demander de nous transmettre l'information, mais. La gestion, c'est tout c'est dans leur terrain. C'est eux les principaux usagers, finalement. C'est ce que je comprends. Les principaux usagers sur les heures normales de classe. Après ça, Parc Saint-François, c'est un anneau. Après ça, on s'en va Parc des 2 ruisseaux, Parc Valère-Patoine et Parc de Montréal. Pour le Parc des 2 ruisseaux, je vais valider l'information avec le CPE pour voir s'il y a des réservations. Conditions météo, l'hiver 2022-2023. Je vous le disais d'entrée de jeu tantôt, ça a été assez difficile. Le petit tableau de gauche, là, vous fait un résumé des températures moyennes au cours de chacune des semaines. Ce qui est important de noter, je commence avec la première encadrée, c'est les journées au-dessus de 0, les températures qui ont été au-dessus de 0.
En décembre, on compte 9 journées au-dessus de zéro. En janvier, 14 journées au-dessus de zéro. En février, 15 journées au-dessus de zéro. Et au 20 janvier, 6 semaines avaient été consacrées au démarrage des patinoires, alors que 2 semaines sont actuellement requises après d'être ouvert à partir. C'est beaucoup plus ardu que l'année passée. Même là, lors de l'ouverture, là, on n'a pas été capable d'atteindre nos standards habituels de qualité pour la qualité des glaces. Côté budgétaire, les statistiques qu'on est allé, qu'on a tenté de démontrer, je vous inviterai sur la première ligne là, du réel 2022-2023 qui est de 462 451. C'est pour nos 62 jours d'opération de jour calendrier. On a un budget de 462 000. Ça correspond à le temps col bleu de nos employés qui travaillent sur les patinoires à faire le démarrage et l'entretien des patinoires. C'est affreux. Ce qui fait qu'on vient avec une moyenne autour de 7 226, que ça nous revient par jour calendrier. Malheureusement, avec le peu de jours d'ouverture, si on prend ce 462 000-là et qu'on ramène ça sur les 25 jours d'ouverture, on fait bondir là, le coût réel des opérations à 18 498 par jour ouvert pour les bâtiments. Puis encore là, ce n'est pas pour l'ensemble des bâtiments, mais des bâtiments qu'on est obligé de fermer, qu'on n'est pas capable d'ouvrir. Et la dernière ligne, de 932 609, ça se trouve être le budget total des patinoires. Ça inclut le montage, démontage, toutes les réparations qu'on peut faire aussi en dehors de la saison pour se préparer pour la saison et le remplacement de certaines patinoires là, qui sont sur notre budget au parc des patinoires. Là, le coût là, est aux alentours de 37 304 par jour pour les opérations complètes des patinoires. Certaines d'avoir compris. On parle le haut, là, quand on parle de 462 000, c'est le budget d'opération? C'est le budget lors de la période d'ouverture des patinoires. Du 1er janvier au 5 mars, c'est seulement que notre temps homme pour cette période-là, où en principe, nos patinoires devraient être ouverts. Okay. Tandis que le 932 000 inclut les travaux avant, montage des patinoires, préparation des patinoires pour les mettre en forme pour la saison. Et à la fin de la saison aussi, même chose du côté de la fin de la saison, le démontage des patinoires, les réparations qui se font, même si on se prépare, je dirais à partir du mois d'octobre, on fait quand même plusieurs interventions sur les patinoires pour les préparer pour l'hiver. Et ce montant-là est inclus dans les réparations qui sont incluses dans ce montant. Ouais. C'est pour 31 patinoires. Ça exclut BBB. Ça exclut BBB. On est dans Et ça exclut les 4 patinoires. Est-ce que ça exclut les 4 patinoires? Non? Des réparations, on fait les quand même des réparations réparations sur ces patinoires-là, effectivement. Ça, oui. Mais bien entendu, exact, c'est pas significatif comme dépense. Et ce n'est pas nous qui faisons l'exploitation. Et on fait, oui, des petites réparations sur les débris, à échanger des bandes. Elle inclut aussi le montage et le démontage des bandes temporaires, des patinoires gérées par les comités de citoyens dans le budget qui vous a été présenté. C'est difficile à voir combien ça signifie parce que ça se dilue, j'imagine. Ouais, puis oui, ça se dilue. C'est pas significatif non plus comme montant.
Par contre, la location qui est donnée à l'organisme ne provient pas de notre budget. Nous, il va provenir du budget du SSDC. Oui, c'est pour ça que j'étais comme. Tantôt, j'avais annoncé que c'était le SSDC, donc c'est vu. Oui, puis aussi, j'imagine qu'il y a, par exemple, l'animation des sites aussi, c'est le SSDC. Puis, parce que ça a certainement un impact sur l'achalandage, à mon avis. Je veux dire, de façon temporaire, oui. Mais par exemple, si on parle le parc Saint-François, où il y a eu dans les années avant pandémie, j'ai un peu comme ça, il y a eu de l'animation. Oui, ça a un effet la journée de l'animation, mais par la suite, ça ne crée pas l'habitude des gens de revenir à cette patinoire-là. OK. Ouais. Merci. Le constat du côté des patinoires de l'arrondissement qui nous intéresse, les patinoires fixes, ceux-là qui sont en rouge, là, ont à revoir, vont être à regarder attentivement pour leur remplacement. Fait que, bien entendu, le Saint-Alphonse qui vient d'être refaite, la Grande est refaite en 22, l'autre, puis Saint-Alfred et Lucien, BBB, bien entendu, qui sont en parfaite condition pour l'instant. Ceux-là qui sont à valider. Marin, Paul Marin, Olivier Chauveau, Belvédère. Je reviens avec Paul Marin, la Grande et la Petite. Du côté des bandes amovibles, Marie-Médiatrice, Saint-Alphonse, Saint-Boniface, Saint-Charles-Garnier sont en bonne forme. Ceux-là qui vont demander un petit peu plus d'entretien dans les années très rapprochées à venir. Saint-Seul, Deux-Ruisseaux et Marie-Victor. Il y en a 3 qui sont ciblés un petit peu plus rapidement. Paul Marin, La Grande, Belvédère et Chauveau. On va pouvoir faire assez rapidement l'intervention. C'est ça, moi je vois qu'il y a comme horizon pour Paul Marin et Belvédère, mais pour Chauveau, on n'a pas vraiment. Je vois en haut qu'on prévoit une peinture pour 2023, puis on va analyser encore. Effectivement, on a discuté tantôt avec le jument vienne. On a fait un petit make-up qu'on a fait à patinoire. Okay. On l'a peinturé. On va voir comment ça va. On va voir comment ça va. Mais on ne vient pas d'acheter 7-8 ans la patinoire avec la couche de peinture. C'est ça, parce que moi, ce que je vois en bas, enjeu de sécurité, c'est sûr que c'est inquiétant un peu. Et là, vous allez quand même évaluer. Monsieur André, vous précisez quand vous parlez d'enjeu de sécurité, est-ce que vous avez précisé c'est quoi l'enjeu de sécurité au niveau des bancs, au niveau de la surface? Ça veut dire quoi? Bien, je suis sûr que c'est effectivement l'état général des bandes de patinoire. Ça peut être la surface. Si j'ai une surface un peu comme Belvédère, une surface dure, solide, qui peut avoir des fissurations dedans. Ça, il faut que ça se penche sur la situation puis voir qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer la situation. Et qu'on va l'observer cette année pour voir à peu près quand est-ce qu'il va falloir qu'on intervienne. Oui, puis de l'autre côté, il va être proposé à Isabelle et la C26, par la C26, l'investissement. On va lui présenter le calendrier. Il a déjà été présenté le calendrier, mais les montants qu'il va falloir investir dans chacune des patinoires. Et là, on reviendra en la décision de prendre oui ou non on investit ou non dans les patinoires. Est-ce que les budgets, tous ces budgets-là, normalement, ce n'est pas la cédule 6? C'est votre budget du SCV? C'est pas en millions qui viennent de la cédule 6, là. En partie, ça va venir de l'arrondissement lorsqu'il faut changer les bandes de patinoire. Mais quand c'est de l'entretien peinture, c'est là qu'on va regarder. C'est probablement la division des parcs pour l'entretien peinture. Mais quand on parle de bandes, d'asphalte, de surface, c'est la cédule 6 d'arrondissement parce qu'une patinoire, c'est considéré comme une infrastructure de proximité. Et c'est des bons budgets.
J'essaie juste de comprendre parce qu'on avait présenté tantôt les budgets, mettons 432 et puis après 936. Puis on avait parlé de manutention, entretien, changer les choses. Puis là, ce budget, il parle de la cédule 6? Non. Okay. C'est deux choses complètement différentes. Tantôt, le montant que je vous ai présenté, moi, c'est le budget d'opération des parcs pour payer des employés. OK. Fait que quand on parle de budget qui découle de l'entretien, on parle de salaire des gens. C'est pas le matériel en soi. Il y a les deux, le matériel et la main-d'œuvre aussi. Alors, qui est-ce qui sort de la cédule 6? Si c'est les matériels. Ouais. Mais la matière, on va parler des matériaux, des planches, tout ça, mais c'est pas significatif comme budget non plus parce que le budget d'opération des bâtiments, c'est principalement la masse salariale des collègues. C'est les salaires. Et là, s'il y a quelque chose à changer de matériel, là, ça sort de la cédule 6. Oui, on tombe dans le. Ça a toujours été de même? Ça a toujours été comme ça. Merci. Juste une petite corrective. S'il y a une petite réparation à faire, c'est assumé par le service à nous. Mais une réflexion complète, c'est la cédule 6. Fait que c'est une raison de plus d'avoir un horizon plus précis là, pour que nous, on puisse s'organiser avec la cédule 6 en arrondi. Parfait. Merci. Ça fait le tour pour l'état de la situation pour les bâtiments de notre arrondissement. Je vais passer ça, c'est sur les autres secteurs. Avec la problématique, on en a parlé un petit peu, la grosse problématique vécue cette année, dans la période de démarrage qui s'était terminée, mais qui s'était tendue sur 6 semaines. Ça a vraiment été difficile. L'autre chose aussi, ça a été, en raison des conditions climatiques, le fait de ne pas ouvrir l'étang du domaine Nord. Température en dents d'ici, même que une des premières neiges qu'on avait reçues l'année passée, l'eau mouillée, pendant qu'il y avait déjà une petite couche de glace, est plus compliqué les choses. On n'a pas été capable de s'assurer qu'on allait développer une bonne glace sur l'étang. Puis même, je pense qu'il y a eu un incident aussi avec des employés. Il y a eu un incident, des employés ont travaillé dessus, puis la glace a cédé sur leur poids. Donc, bien entendu, là, ça a mis dessus. La qualité n'était pas là. On est obligé de. Malgré les tests de glace, parce qu'on fait des tests avant d'embarquer sur la glace, tout ça, mais on a perdu, je dirais, mais il y en a pas qui était allé dans l'eau, puis on a perdu du fleur aussi. Ouais. Quand même. Ce qui est fait, c'est difficile aussi, c'est les metteurs de glace pour avoir de la bonne glace. Ça fait minimalement 14 pouces qu'on n'a jamais été capable d'atteindre. Il y avait de la glace, mais pas de la bonne glace qui est résistante. Puis le pourtour de l'étang, je ne l'ai pas beaucoup non plus avec la météo. Ouais. Avez-vous l'espoir que cette année, ça va être un peu plus intéressant? Ça a-tu l'air ou. Il est trop tôt pour le dire en fonction de la météo, des prévisions qu'on va avoir, le froid aussi. Fait qu'il est vraiment trop tôt pour dire de quoi va avoir l'air le domaine en haut cette fois. Je vais voir, c'est la première fois. On est en mesure d'ouvrir. Il y a des années, l'année précédente, on a ouvert le domaine en haut en même temps. Il me semble de mémoire, c'est en février, fin janvier, début février, qu'on a ouvert parce que justement, on n'avait pas encore cette épaisseur de glace-là. Cette année, peut-être une tendance à cause du changement climatique aussi. Là. Vous voyez. OK. Il faut dire aussi qu'on n'est pas les seuls. Il y a eu d'autres patinoires qui sont sur des sites, comme ça. Le canal Rideau l'avait passé. Oui. Oui. C'est notre première fois. C'est la première fois dans son histoire. Oui. L'hiver au complet, ils ont fait des campagnes une seule fois.
Les autres problématiques vécues en 2022-2023, c'est le montage des patinoires sur les terrains de baseball. Ça détériore, bien entendu, la surface ergonomique de gazonner de ceux-ci. Certains ont fait l'objet de réflexions majeures récemment. La présence de patinoires a nuit à la remise en état au printemps des terrains. Fait que, voici les fois que la présence de patinoires hivernales détériore la surface de jeu en été. Simon au double la main-d'œuvre des coûts pour repartir nos terrains de baseball lorsque vient le début de la saison. Chez vous, le Sangster et la médiatrice, symbolique face. Oui, monsieur Jean. Moi, je me demandais pour ma médiatrice, la patinoire est quand même à l'extérieur du terrain de soccer. À moins que ce soit un autre terrain qui font pour des pratiques, mais je vois ça bizarre de trouver ça dans cette petite. J'ai une question. C'est sûr qu'en regardant les bilans de même, en effet, on a des grosses réflexions à faire. Parce qu'en même temps, c'est sûr que c'est tellement ancré dans notre culture, là, je veux dire, notre culture, je m'inclus, mais je ne sais même pas me tenir debout sur des patins, mais c'est comme ça finalement. Mes enfants, ils se sont intégrés beaucoup dans la société parce qu'ils allaient au parc André Vigier à faire ça, puis ils ont fait des amis. C'est comme, c'est vraiment ancré, là, les gens viennent. Puis même si je vois l'achalandage un peu décevante là, au parc André Vigier, ben, je vois quand même beaucoup de gens qui en profitent. Fait que c'est sûr que c'est super déchirant, puis ça va être des choix très difficiles. Fait que là, je me pose la question parce que c'est un modèle dans les tirs du Carrefour, là, les 3 des 4 comités citoyens qui s'occupent des patinoires sont dans le tirs du Carrefour. Là. Je vois que c'est un modèle super gagnant dans plusieurs aspects parce que justement aussi, les gens s'impliquent, c'est très, ça crée quand même un lien d'appartenance. C'est un modèle qui fonctionne super bien. Est-ce qu'on a déjà essayé de déployer ces modèles pour certains d'autres patinoires, là, de voir s'il y a des comités citoyens qui seraient intéressés à prendre ça en charge? Est-ce que c'est quelque chose qu'on envisage là, de reproduire comme un modèle? Mais la gestion, c'est élevé quand même. C'est pour ça que Oui, mais on a déjà eu des jardins fleuris. Pas le jardin fleuri qui est à Fermont, mais on a un peu pris l'opération de la patinoire parce que le citoyen pas en mesure de l'effectuer, puis il y avait des enjeux dans cet endroit-là, fait qu'on l'a repris. Puis au niveau des coûts, ben, c'est sûr que ça vient comme sensiblement au même aussi, parce que c'est un peu plus citoyen qui ont une allocation pour effectuer l'entretien. Fait que ça va être tout de même. Si je regarde. Ben, ça dépend parti, on l'a parti, le coup. Depuis la mienne. On lui donne Non, ouais. Puis, tu sais, c'est pas une moyenne, mais admettons de regarder pour. Ouais. Ça serait peut-être intéressant juste de regarder, mais si vous dites que ça revient au même, ben, ça me surprend. Les collègues de CCDC qui vont faire ce but-là, les ententes citoyennes, les citoyens, c'est plus eux qui vont gérer ce but-là. Nous, avec les comités citoyens, par contre, ce qu'on va faire, c'est on s'occupe de leur prévoir les équipements de protection personnelle, la formation, montage de glace et compagnie, technique de travail sécuritaire aussi. Ça, c'est quelque chose que nous, on va faire, mais tout le restant, c'est les équipes de CCDC. Mais c'est vraiment une optique de gestion des budgets. Si ça serait peut-être justement intéressant de regarder combien ça coûte par site pour avoir une idée si ça vaut la peine ou non, si c'est une piste de solution pour l'avenir, si on veut couper le moins possible. Ça pourrait être une option. Oui, Madame Laroche. L'idée, oui. juste pour compléter, dans les patinoires, je vois une fréquentation, vous allez voir, qui n'est pas dans votre aventure des notages. Et je sais qu'il y a des élus qui ont déjà contacté des citoyens, savoir si c'est une bonne chose pour moi avec un comité citoyen.
pour cette portion enlevée par la personne. Je trouve que c'est un bel avenir parce que finalement, ça répond à deux besoins. Finalement, tu sais, oui, elle a besoin justement d'entretenir, mais ça fait vraiment une belle dynamique de quartier, là, où, tu sais, d'implication citoyenne dans le milieu de vie. Là. Ça crée vraiment une ambiance. Tu sais, quand on va à ces patinoires-là, là, c'est festif, les gens sont fiers, ils ont quand même une compétition entre eux, là, saine, là, de dire qui ouvre d'abord, puis l'achalandage et tout ça. Ça crée quelque chose d'intéressant que moi, je pense que ça serait intéressant d'explorer comme option là, pour. Oui, Madame Laroche. Oui, merci. Ben, moi, par rapport à vraiment la détérioration des terrains sportifs, je me posais la question parce que là, c'est amené maintenant, mais j'imagine que c'est une problématique récurrente que vous vivez à chaque année. C'est pas une nouvelle problématique, j'imagine. C'est ça. Parce que ben, c'est sûr que quand je regardais ça, je me disais, oh, OK, on a cette problématique-là, mais je regarde certaines patinoires qui a un super bon achalandage, puis qui n'a pas d'autres espaces. C'est pas que vous ne mettez pas ça en disant celle-là, faudrait. Mais est-ce qu'il y a des moyens, est-ce que vous avez des pistes de solutions pour diminuer cette difficulté-là ou vous dites juste vous voulez nous tenir au courant que ça apporte quand même d'autres enjeux? C'est pour vous mentionner que ça apporte certains enjeux. Je vous donne un exemple. Adrien-Cambon, on a 2 patinoires sur le terrain de baseball. On vient de refaire tout le drainage de l'avant-chef. On a fait un avant-chef sable, pelouse. C'est encore pire dans ce moment-là. Comparativement à l'eau, que lui, on a un avant-chef en sable. La problématique est beaucoup moins importante. Quand on se questionne, on est questionné des élus, c'est bon de juste garder une patinoire, de la mettre complètement dans le champ, sa pelouse. Puis, là, on vient d'aider notre terrain sportif. C'est une solution comme ça qu'on peut. Bien entendu, c'est sûr que c'est populaire, il y a tout le monde. Mais c'est juste qu'on soit conscient que ça a un coût, ça a un coût, mais ça a des effets sur le terrain. Ça brûle. Quand on va faire une place, c'est pas une pelouse. C'est plus long à partir de cette Merci. Monsieur Manon. Merci beaucoup. Premièrement, merci de la présentation. Je pense que c'est une des présentations les plus factuelles qu'on a eues depuis la création de la nouvelle ville, d'avoir l'ensemble des données de ce genre. C'est sûr que ce n'est pas des bonnes nouvelles parce qu'on regarde le réchauffement climatique. C'est quand même très alarmant, puis c'est quand même une activité, c'est notre sport national, premièrement. Et aussi, il n'y a plus grand-chose gratuit dans ce monde. C'est une des choses qui reste gratuite pour l'usager et non pour la collectivité. L'aspect, quand vous parlez des terrains synthétiques, Mme Laroche nous a parlé, pas des terrains synthétiques, mais terrains naturels. Mais tu sais, c'est de longue date. Hein, où qu'on mettait les bandes, ça, c'était dans les terrains de baseball à l'époque. C'est sûr que si on prend l'exemple de Saint-Boniface, c'est sûr que la qualité du champ extérieur, c'est pas la grosse ligue de baseball. Maintenant, c'est du soccer, c'est-à-dire c'est quand même moins dommageable. Dans vos prévisions, puis j'ai écouté un reportage qui disait que d'ici 10 ans, la saison de ski devrait être coupée d'environ une douzaine de jours à cause des changements climatiques. On a-t-il des données en lien avec les patinoires? On prévoit d'ici X nombre d'années que, parce que là, si on parle de 25 jours d'opération pour 2022-2023 à peu près, là, certaines, si on coupe ça de 7-8 jours, c'est vous qui avez un questionnement à y avoir, puis pas à peu près sur les technologies et les infrastructures qu'on a besoin. Consulter l'Allemagne du peuple. Non, mais il y a quand même l'industrie du ski, quand il se prononce comme ça, c'est pas avec l'Almanach. Mais on n'a pas d'indication pour le moment. OK, merci. C'est un bon point.
Et Mme Laroche a dit, ben, on peut soumettre la problématique au laboratoire d'innovation, laboratoire interdisciplinaire d'innovation municipale, voir s'il y a des projets de recherche intéressés. Ça peut être une bonne idée. On va avoir beaucoup trop de sujets. Il y en a déjà. Ben, il y en a beaucoup. Si on peut continuer avec les problématiques, on tombe du côté de la main-d'œuvre. Le personnel col bleu affecté au patinoire à Payette-Verdal est issu de la banque de personnel de toute la ville. Comme nous faisons face à une pénurie de main-d'œuvre et que le travail sur les patinoires est très physique, exposé aux intempéries, aux points le recrutement saisonnier devient de plus en plus difficile, on ne s'en cache pas. L'absentéisme est en hausse constante. C'est sûr que nous, on étire la période de démarrage sur 6 semaines. On a vu un impact direct sur les employés. En plus d'être dur physiquement, c'était dur moralement pour les employés parce que hâte de vibrer, tu travailles, pour faire monter les glaces. 2 journées de belle température, de la pluie, bonsoir, c'est pas commencé d'impression. Ça a été dur, moralement, pour les équipes. Même chose, la division des parcs d'espaces verts est mise à contribution lors des opérations de déneigement. Ainsi, nous devons fournir du personnel normalement affecté à l'entretien des patinoires, ce qui fragilise aussi notre capacité à offrir un service de qualité lorsqu'on fait des opérations de déneigement, de ramassage, de soufflage. Nos équipes vont venir prendre des cols bleus chez nous pour aller les mettre à la du soufflage dans ces opérations. Fait que là, on est obligé de choisir à quel endroit qu'on peut couper le service, bien entendu. Bien entendu, souvent, si on va les patinoires qui sont un petit peu moins achalandés, moins coquilles. Il faut juste dire que c'est arrivé en principe à toutes les semaines. C'est vraiment qu'on déclenche les opérations d'enlèvement de neige. Puis, pour le service, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ferme les patinoires non plus. C'est juste que l'entretien se fait de façon un peu moins régulière. Puis la priorité, mais qu'on arrive là, entre les patinoires et enlever la neige, c'est sûr que la priorité va enlever la neige. Puis les employés, on n'a plus personne dans la vente, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on avait des marcheurs, c'était facile à voir, mais là, on est obligé d'aller voir soit au Mont-Bélieu. Des fois, on va prendre les employés du Mont-Bélieu, employés des parcs, puis on va jouer avec ça pour qu'ils puissent venir à l'avant du souffleur, assurer la sécurité des gens à l'avant. Puis vérifier aussi dans les barrages pour qu'il y ait de d'intervention. Estimation, consommation d'eau, c'était une question d'une élue qui avait demandé d'avoir la possibilité de savoir combien qu'on pouvait consommer d'eau pendant la période. Ça fait qu'on a fait l'installation de compteurs d'eau à une patinoire. Fait que c'est très mathématique là, qu'on est allé avec des moyennes, bien entendu. Ce qui fait que en temps normal, lors de l'arrosage, c'est à peu près 41 litres d'eau à la minute qui est utilisé, soit 2460 litres à l'heure ou 2,46 mètres cubes. Saison dure en moyenne 84 jours, 12 semaines d'entretien. Pour le démarrage, bien entendu, on arrose un peu, on arrose plus. Nous estimons que le temps d'arrosage est de 8 heures par jour en mode démarrage. Fait 8 heures, fois 7 jours, fois les 25 sites, toutes les patinoires, on est à 3444 mètres cubes. Et nos opérations régulières, on tombe à peu près à 3 heures d'arrosage par site. Sur 77 jours, c'est encore là, c'est des moyennes qu'on s'est faites selon normalement une opération normale qui est 14 200 mètres cubes. Par contre, l'année passée, la situation particulière, là, on estime là, que notre consommation d'eau a monté à 21 957 mètres cubes d'eau pour la période.
J'avais eu la question à savoir, est-ce qu'on a un comparatif avec le Mont-Bellevue? Le Mont-Bellevue, même chose, on a un compteur d'eau et on estimait là, que la consommation d'eau pour la neige au Mont-Bellevue l'année passée était de 29 000 mètres cubes. Ça, c'est de l'information. Ça, c'est bon pour la consommation d'eau. L'amélioration pour 23-24, bien entendu, je tiens à vous rassurer, c'est seulement qu'à titre de discussion, c'est le statu quo pour cette année. On est prêt, on est prêt à faire feu, on est même prêt à, du côté de BBB, la patinoire est prête. Les patinoires, où est-ce que nos recommandations, c'est de bon air, c'est moins bien qu'en l'eau, dans la patoile, et il y a deux ruisseaux, là, deux patinoires à proximité avec la faible achalandage. On est là pour en discuter, voir quels sont les intérêts. Bien entendu, on ne peut pas avoir la réponse aujourd'hui, mais c'est des discussions qu'on devra avoir tout au long de l'hiver pour l'orientation pour les années futures. Bien entendu aussi, on veut analyser les options d'ajouter des patinoires réfrigérés et ou couvertes. On aimerait aussi regarder ça, même si elle n'est pas réfrigérée, le fait d'avoir un toit sur la glace, la surface glacée va certainement aider. Un petit peu, elle est à l'abri. La pluie dérange énormément. On est obligé de partir quasiment des opérations. Je peux laisser ajuster ça. Donc, avoir des patinoires ouvertes vont être analysées dans les prochains mois. Ça va aller. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai une question d'une personne qui vient du Sud. Est-ce que ça serait, puis je viens de penser, là, c'est peut-être par rapport, probablement par rapport, mais est-ce qu'il existe justement une façon de récupérer l'eau pluviale pour arroser le... Non, ça ne se fait pas. Ça serait impossible. Pas significatif. Parce qu'on a besoin, quand il fait froid, de l'eau. Que ça gèle. C'est ça. On a besoin de l'eau quand il fait froid. Oui, ça va être déjà glacé. Ouais. OK. Puis là, dans le district, dans l'arrondissement des Nations, lui qui touche l'arrondissement des Nations, c'est des ruisseaux. C'est le seul. Puis là, c'est dans votre district, M. Jeanne? Je ne sais pas si vous avez de... Oui? Ah oui, ça va. Bon, pour ce qui est d'ajouter des patinoires réfrigérés, on en a parlé il y a quelques années. Ça coûte combien? Je sais que c'est cher. Juste pour donner une idée, là, parce que là, les gens qui vont regarder ça vont dire « Hey, c'est une bonne idée, les patinoires réfrigérés, ça serait le fun d'avoir un ordre de prix. » Juste pour mettre les pendules à l'air. Oui, c'est vrai. Tu te souviens-tu de ça? On prend 2 millions, 2,5 millions à peu près. Ça, c'est pour l'installation. Ouais. Puis quand on parle après ça pour le budget d'opération, ben là, on expansionne aussi. C'est sûr que le budget d'opération, je ne peux pas nommer le chiffre parce qu'il nous manque des Zamboni. ça prend de Zamboni, ça prend un bâtiment qui va accepter la Zamboni aussi. Fait que c'est pas la meilleure des options à analyser. On en parlait déjà il y a quelques années parce qu'on le voyait là. Quand sur la naissance. Pour ce qui est des patinoires couvertes, Drummondville ou Victoriaville a un essai à l'heure actuelle? On a su Frontenac. Ça, avez-vous un benchmark de ça? Est-ce que ça fait un... On se prépare, on va se préparer, on va aller l'en visiter. Je l'ai vu, moi, dans Laurentides l'année passée. Je te donnais à passer par là. Il y avait un tournoi de deck hockey en plus. C'était pendant la période estivale. Et elle servait aussi, bien entendu, un peu comme nos bâtiments extérieurs. Mais ça servait aussi de deck hockey. Puis il y avait un toit. Et j'ai même vu de mémoire des grands rideaux pour pouvoir fermer
les côtés de. C'est souvent les plateaux ou le grésil qui vient faire beaucoup de dommages. Là. OK, ça pourrait être intéressant d'avoir un benchmark là-dessus. Bon, maintenant, on va parler de mon district. Il y a 3 ou 4 ans, j'ai acquiescé à une demande des services fermés à la patinoire qui était sur le terrain de tennis du Mont-Bellevue. La raison était fort simple, l'achalandage avec un bon rendez-vous. Et puis, Sangster était à 10 minutes. Ça, c'était facile à prendre. La deuxième décision aussi que j'avais eu à prendre, c'est de fermer le sentier glacé sur la plage Blanchard. Là, on m'en parle, c'était beau, tout ça. J'explique que ça, c'était dur, ça coûtait cher. Puis, on voulait faire des démarrages, mais là-bas, il fallait faire plusieurs redémarrages. Donc, il faut qu'il c'est correct. Maintenant, là, je vois un autre patinoire dans mon district. Je me dis, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Donc, statu quo pour cette année. Moi, je pense que je vais consulter la population autour de la patinoire pour peut-être voir s'il y aurait pas un comité qui voudrait s'organiser. Renaître. Il y en avait pas un. Renaître, effectivement, renaître. Il y en avait un à Val, je crois. Puis, bon, il y a Marie Médiatrice qui est juste à côté. Oui, Mme Lou, c'est bon parce que c'est de la proximité et ça l'apporte beaucoup, mais là, on voit souvent que c'est les mêmes personnes sur ces comités-là. Et quand ces personnes-là abandonnent, moi, je l'ai vécu à 2 reprises dans mon district. Oups, il n'y a pas de patinoire cette année. Et là, les gens se déshabituent de venir patiner, puis on a des effets pervers là. C'est des réflexions philosophiques qu'on a à faire, je pense, sur l'ensemble du territoire. Moi, je vais leur demander, regardez, on est en voie de peut-être perdre cette patinoire-là. Ouais, que vous passez le mot, puis vous venez patiner tout le monde. Quand les gars de la ville, mais en tout cas, c'est juste que ça fait mal, mais en même temps, il faut s'attendre à ça. Donc, on va avoir à prendre par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup pour le rapport. Je seconde ce que M. Deneau a apporté. C'était très bien présenté, puis c'est clair. On a des chiffres à l'appui. Merci. Madame Laroche. Merci. Ben, en fait, je me demandais, parce qu'on parlait de patinoire couverte, là, je me disais, est-ce on voit une différence? Je pense qu'il y a juste Gilles Charles qui est vraiment dans un petit sentier dans un milieu forestier. Fait que souvent, ça va garder la glace plus à l'ombre, puis en plus, ben, ça va quand même limiter les précipitations sur les sentiers. Là, je me disais peut-être qu'à long terme, on peut viser dans les parcs, quand on fait des réaménagements, de voir est-ce qu'il est possible de faire un petit sentier glacé plutôt qu'une patinoire sur un terrain. Ce n'est pas applicable partout, mais s'il y a des bénéfices, je ne sais pas s'il y en a pour les sentiers glacés, je sais que c'est très populaire. Là, Gilles Charland, ça n'a pas de sens, tout le monde veut aller patiner là, alors que c'est minuscule. Là, c'est peut-être une voie d'avenir avec les changements climatiques, là, mais si, évidemment, ça a une plus grande durabilité que... Oui, il faut avoir de l'argent pour des véhicules, en tout cas, pas dans le l'entretien, mais on pourrait peut-être évaluer. Si c'est... Ouais. Si je peux me permettre, Madame la Présidente, on va avoir justement parlé à notre rencontre, parce que Mme Bouze, on a fait une rencontre avec les comités de patinoire de citoyens. Puis ils nous disaient que parmi leurs amis, c'était les feuilles, les épines de pin. Quand ils rentrent dans le sol, donc dans le sentier, ça devient compliqué. Parce que du moment qu'il y a du soleil, la feuille tend à pénétrer la glace et puis après ça, ça fait un bon ça fait comme nos dépôts. Ouais, il faut toujours les remplir. Ouais. Donc, c'est en tout cas, c'est ce que j'ai su. C'est ce qu'ils ont dit. Les dépôts de patinoire. On a eu le même effet, on a la patinoire sur le nombreux.
avec les nénuphars. Quand les nénuphars sont. Quand on se beaucoup de nénuphars, le nénuphar, c'est des agrèges, il attire la chaleur, C'est ça. le sol, il attire la chaleur. C'est quand même toute une science. Bon, alors je pense qu'on a fait le tour. Oui. Merci beaucoup. Très intéressant. Ouais. Ouais. Prochaine, Madame Bourgeois. Moi, À la prochaine. le prochain point à l'ordre du jour était prévu pour 5 heures. Il y avait quand même des citoyens, là, des organismes que j'avais invités parce qu'on va parler des bilans, des événements de proximité. J'ai invité nos invités qu'on avait de l'avance sur l'horaire. Fait que Caroline qui est arrivée, Jean-Yves s'en vient dans le Ah, je comprends, mais je veux dire que moi, j'avais invité les organismes à venir pour 5 heures. Fait que c'est juste que je savais pas qu'on avait avisé les services. Si on pourrait au moins faire une petite pause de, je sais pas moi, 5 minutes. 5 minutes le temps que Jean-Yves arrive. Ouais, c'est bon. Oui, Caroline, c'est ça. Et comment on fait pour l'enregistrement? Je vais On arrête puis on l'arrêter. Je vais l'arrêter puis la redémarrer tantôt.